Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je rencontre aujourd'hui Nadine Poznanski, d'origine chomée, qui vit à Vernon depuis une trentaine d'années et qui joue un rôle de rassembleuse de la francophonie de la Baie-de-None de la vallée de l'Okanagan. Alors, bonjour Nadine. Bonjour Annie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre arrivée ici? Qu'est-ce qui vous a amené à Vernon? Nous habitions Ottawa, mon mari et moi et ma famille, depuis des années. Nous avons travaillé à Ottawa et au moment de la retraite, nous avons passé 2-3 ans dans le nord de la Colombie, parmi les populations indiennes faisant du travail médical. Et durant les vacances, nous avons circulé en Colombie et nous avons adoré l'Okanagan. Nous sommes retournés à Ottawa et puis nous nous sommes dit, au fond, nous nous sommes habitués aux grands espaces de la Colombie et nous sommes venus nous installer à Vernon. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 85, donc il y aura 31 ans. Pour moi, ça a été une décision très difficile parce que j'avais l'impression que quittant Ottawa, j'allais quitter tout le français, la culture française que j'aurais pu trouver à Ottawa. Une fois à la retraite, j'aurais eu le temps de m'en occuper et j'avais l'impression que je perdais tout en venant dans l'Okanagan. Qu'est-ce qui vous a déplacé vers le Canada anglais? Justement, nous étions arrivés par bateau à Halifax, par train jusqu'à Montréal, où nos amis polonais nous attendaient et nous ont reçus très gentiment dans leur petit appartement. Et mon mari, étant médecin, mais devant faire une année d'internat au Canada avant de pouvoir pratiquer la médecine au Canada, s'est cherché un travail d'interne dans une des hôpitaux de Montréal. Et là, on lui a fait comprendre que, vu qu'il était francophone et protestant, il n'y aurait pas d'avenir pour lui au Québec comme médecin. Dans ce temps-là, il fallait être soit catholique, français et catholique, ou anglais et protestant. Alors malheureusement, nous avons dû quitter donc Montréal, et c'est comme ça que mon mari s'est trouvé en position d'internat à Winnipeg, où là, ils acceptaient n'importe quelle religion, je crois. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce travail que vous avez fait auprès des nations autochtones. C'était où dans le nord de la Colombie-Britannique? C'était à Hazelton, parmi les gens de la tribu des Gitkasan. Et mon mari est allé là faire un projet de retraite, en réalité de 3 ans, comme missionnaire médical pour la United Church. Et moi, je l'ai accompagné, je lui ai servi de secrétaire, de pharmacienne. Et durant ces 3 ans, je me suis intéressée à l'art natif du Nord-Ouest. Et j'ai été fort active dans l'école d'art du Nord-Ouest de la Colombie. Et ça a été une période assez incroyable. Mais nous sommes retournés à Ottawa après 3 ans. Et alors, je vous ai expliqué comment nous sommes venus donc à Vernon. Avez-vous des souvenirs marquants de ces 3 années dans le Nord? Mon rapport avec quelques femmes indiennes, quelques femmes native women, comme on dit en anglais, quelques femmes indiennes. L'une était une femme qui cousait les boutons sur les button blankets. Oui. Et je sais qu'ils ont une signification, ces boutons. Et ces boutons, c'est bien possible, oui. Parce qu'évidemment, il y avait différents clans. Le clan de l'ours, le clan de l'aigle, le clan du loup. Et évidemment, chaque couverture et bouton se relatait à ces insignes. Oui. Et ça, c'était très intéressant. Et j'ai suivi des cours d'anthropologie avec les étudiants indiens, des cours d'éducation. C'était le gouvernement fédéral, alors les Blancs avaient le droit d'assister à ces cours. Oui. Est-ce que vous vous êtes senti bien accueilli dans cette communauté là-bas? Tout à fait par les Blancs. Nous étions dans un centre médical avec dentistes, médecins, 3 ou 4 médecins, des infirmières et l'église United Church, la petite chapelle. Et là, on a été évidemment très bien reçus. Parmi les natifs, parmi les Indiens, il a fallu
s'appliquer et se faire connaître. Mais une fois qu'ils vous connaissent, ils sont charmants. Mais ils se méfient des Blancs. C'est pas étonnant d'ailleurs. Oui. Et après 3 ans, vous avez décidé que c'était... C'est-à-dire que c'était un terme de 3 ans. Et je dois dire que mon mari était très fatigué de ce travail de médecine dans la campagne. Oui. Et nous sommes retournés à Ottawa donc pour la retraite définitive. Et alors nous avons décidé de retourner en Colombie. Et c'est avant de parler de votre vie ici à Vernon, parce que je sais, vous avez des origines européennes, est-ce qu'on peut retourner dans le temps et que vous nous racontiez à partir de ces souvenirs de quand vous étiez petite et ce passage jusqu'au Canada? Oui, donc j'ai vécu à Bruxelles presque toute ma vie, avec mes parents, mon petit frère et une famille très large, grande famille. Et au moment de la guerre de 40, nous avons en famille essayé de fuir Bruxelles, de fuir la Belgique. Et avec des milliers, des dizaines de mille de gens, de familles, nous avons essayé de passer vers la France et de là vers l'Angleterre pour être sains et saufs, soi-disant. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans en 1940, oui. Et j'ai mon petit carnet où j'ai retrouvé toutes mes notes de ce voyage spécial. C'était pas drôle, mais j'étais jeune encore et je crois que je ne réalisais pas toute la cruauté et l'importance de tout ce qui se passait autour de moi. Mais alors, donc, j'ai fait mes études à Bruxelles. J'ai rencontré mon futur mari donc, à l'université, qui faisait ses études médicales. Je ne suis pas médecin, moi. Et puis, nous avons décidé de nous marier. Mais nous avons compris que pour lui, c'était dangereux de rester en Europe parce qu'il ne reconnaissait pas le système soviétique, si vous voulez. Il était recueilli par le gouvernement en exil, le gouvernement polonais, qui était en exil à Londres. Et eux ont payé pour ses études. Mon mari. Ses études ont été payées par le gouvernement en exil de Londres. Alors nous avons décidé de venir au Canada, où il a dû faire une année d'interne avant de pouvoir pratiquer. Il avait gradué à Bruxelles comme médecin, mais ça lui a pris une année donc de faire son stage pour pouvoir pratiquer la médecine. Et puis, je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais c'est une longue histoire. Racontez-nous notre premier poste médical était dans un tout petit trou au milieu du Manitoba, entre les deux lacs. 400 personnes, ça s'appelait Fisher Branch. Fin de la route, il n'y avait plus rien. Et c'était un énorme changement depuis Bruxelles, je dois dire. Ça a été un peu difficile. Il y a toutes sortes de souvenirs qui me viennent à l'esprit, mais après ces 3 ans, mon mari a souffert de l'isolement médical dans un petit trou. Alors nous sommes allés, il s'est joint à une clinique en Alberta, où alors nous sommes restés environ 7 ans, avant de déménager vers Ottawa, parce qu'il voulait terminer ses études de spécialité en médecine interne. Alors pendant ce temps-là, moi, j'ai eu 2 enfants. Et une fois que mes enfants ont commencé l'école, c'était à Wainwright en Alberta, on m'a demandé de venir enseigner. J'avais mon diplôme de certificat d'enseignement des sciences, et on m'a demandé d'enseigner les mathématiques et la chimie, je crois, et le français. Puis j'ai dit au directeur d'école, je peux très bien enseigner la chimie et les mathématiques, mais je ne peux pas enseigner le français. Dit-il, mais vous êtes française, n'est-ce pas? Vous parlez français? Ah oui, je dis, mais ça c'est autre chose que de pouvoir enseigner la langue. Et je dois dire que j'ai enseigné donc le français pendant 2 ans avant notre départ pour Ottawa. Et c'était le cours que je trouvais le plus difficile. Fascinant, mais difficile parce que, étant française, je ne pouvais pas donner à mes étudiants les raisons pour lesquelles on dit ceci et pas comme ça. Je suis moi-même professeur de français, je comprends tout à fait. Vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Parce que c'est naturel. C'était très amusant. Pourquoi on fait ça comme alors, ça? mais je n'en faisais pas. Je vous dirai demain, je vais regarder quoi. Ils étaient un groupe charmant, petite classe très agréable dans un petit centre. Et pendant ces années au Manitoba, en Alberta, est-ce que vous avez été en
en contact avec des communautés francophones? En Alberta, vraiment, que je me rappelle. Mais au Manitoba, il y avait ces vieilles familles françaises du début de la conquête, disons. Et c'était très amusant. C'était des familles... certains, leurs enfants ont fait du babysit pour mes enfants. Ces familles avec 15, 16, 17 enfants. Incroyable. Et, donc des familles catholiques? Oui, très catholiques, justement, très catholiques. Et je me souviens très bien de la remarque d'un Français, un Canadien français, donc, me disant, oui, nous sommes les vrais Canadiens. Les autres sont les Anglo, et puis il y a la sauvage. Les sauvages, c'était les Indiens, les Natives. Et puis les Anglo, et nous sommes les Canadiens. Très fiers de leur origine franco-canadienne. Mm-hmm. Donc, oui, au Manitoba, dans ce tout petit trou, donc, où nous étions à Fisherban, c'est ce que je me rappelle le plus. En Alberta, à Wainwright, il n'y a pas vraiment eu de contact francophone, là, non. C'était tout anglais ou ukrainien, ou beaucoup d'Ukrainiens, partout dans les prairies. Que ce soit Fisherban, Manitoba ou Alberta, quantité d'Ukrainiens. La première génération du début du siècle, qui nous ont raconté tous leurs problèmes. Et ça n'a rien à voir avec la francophonie. Alors, à Ottawa, malheureusement, parce que j'étais très occupée professionnellement et ayant ma famille grandissante, je n'ai pas pu me concentrer sur la francophonie. Et avec votre mari, quelle langue vous parlez? Français. Français. Nous nous sommes connus en français. Son français était loin d'être correct, mais il ne connaissait pas 2 mots d'anglais quand nous sommes venus au Canada. Il a réussi brillamment, mais vraiment, ça a été dur pour lui. Moi, j'avais appris l'anglais déjà, d'abord à l'école pendant 6 ans, mais 6 années de lycée. Et puis, j'avais fait des tours en Angleterre. Donc, mon anglais était passable. Est-ce que vous vous êtes senti bien accueillie comme Européenne au Canada? Oui. J'étais toujours étonnée au début, très gentiment, parce que j'ai dû travailler tout de suite vu que mon mari étudiait, je devais me débrouiller toute seule avec un bébé. Et j'ai eu un travail très très rapidement et les gens étaient charmants avec moi. Mais j'étais toujours étonnée, aucune question sur ma vie à moi, sur mon passé. Ça n'avait l'air d'intéresser aucun Canadien de savoir d'où je venais, de ma culture. Alors je me sentais très étrangère de cette façon-là. Mais des gens charmants. J'étais très contente d'avoir un travail. Ça m'a sauvée de... Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail à ce moment-là? De la recherche médicale dans le cancer. C'était un travail dans le Manitoba Institute of Cancer. Manitoba Cancer Institute of Manitoba ou quelque chose, à Winnipeg. Et donc, vous avez toutes ces années à Ottawa. Est-ce que vous avez vécu en anglais et en français là-bas? En anglais, principalement. J'ai une très grande amie française, c'est-à-dire une Belge comme moi de Bruxelles, qui, comme moi, avait épousé un réfugié des camps d'Allemagne, que mon mari avait connu en Allemagne, et ils se sont retrouvés à Bruxelles. Et puis, ils étaient dans l'ouest, quelque part, à Edmonton, quand on avait perdu de vue. Nous nous sommes retrouvés à Ottawa. Et là, c'était ma grande amie francophone, belge. Oui. Alors, j'ai eu comme ça 2 ou 3 contacts, mais très personnels. Justement, à Ottawa, je regrette d'une part de ne pas pouvoir avoir contribué à ce que j'ai trouvé de francophonie dans le milieu. Mais j'avais un travail assez absorbant, plus ma famille. Et je me trouvais dans un milieu tout à fait international, travaillant dans un hôpital. Et le milieu était tout à fait international, mais anglophone, évidemment. Tout le monde parlait anglophone. Au point que, entre mon mari et moi, qui parlions toujours français, nous avons dû faire attention de ne parler qu'anglais devant les autres, parce que nous faisions des recherches ensemble, et il ne fallait pas avoir l'air qu'on se raconte des choses en cachette, quoi. Oui. C'était tout à fait anglais. Donc là, j'ai vraiment perdu le français pendant le contact français, sauf avec une chère amie donc, de Bruxelles qui avait épousé aussi un docteur polonais. Et à partir de quand vous avez renoué avec votre culture francophone? C'est ici, avec la francophonie
c'est ici dans l'Okanagan, donc, que j'ai... C'est ça que vous voulez me demander? Oui. Oui. Là, c'est un Anglais, d'origine anglaise, un habitant né à Vernon, d'une grande famille anglaise, qui avait passé du temps à Paris dans le temps et qui enseignait le français dans une des high schools ici à Vernon, que nous avons contacté d'une façon ou de l'autre. Nous avons été introduits les uns aux autres. Et c'est lui qui m'a introduit, qui nous a introduit, mon mari et moi, à la petite société de francophones d'Europe, européenne, de laquelle il faisait partie. Et vous étiez combien dans ce petit groupe? Eh bien, j'aurais dit que nous étions probablement une bonne vingtaine. Et des gens d'où? De France, du Luxembourg, de Belgique évidemment, plusieurs, et de Suisse. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez, qu'est-ce qui les a amenés au Canada, ces gens-là? Bonne question. Eh bien, je ne sais même pas. Je ne me rappelle pas du tout, mais pas du tout. Je pense à plusieurs d'entre eux que je connais encore aujourd'hui. Norbert, qui est un Belge. J'ai connu une Belge qui est venue parce qu'elle avait divorcé son mari belge. Et elle est venue au Canada avec un mari anglais. Il y a eu toutes sortes de raisons, je pense. Oui. La mienne, je crois que je vous l'ai dit déjà, je ne veux pas me répéter, c'est que durant nos 3 ans dans le nord de la Colombie, nous avions adoré la Colombie, les grands espaces, et nous sommes revenus d'Ottawa donc pour nous prendre la retraite à Vernon. Donc pour les paysages et la beauté. Le manque de circulation, nous étions venant de grandes villes à l'origine, nous aimions les petites villes. Nous étions devenus. Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble, ce petit groupe de francophones? C'était purement social. Social dans le sens que nous avions un dîner ensemble et alors les femmes se mettaient les petits points sur les petits plats dans les grands, comme on dit. Et c'était de très beaux dîners avec grandes tablées d'une vingtaine de personnes. Et alors on bavardait de tout et de rien. Il n'y avait absolument aucun programme. Et alors les années ont passé. Malheureusement, ce groupe n'existe vraiment plus. Il faudrait que je le reprenne, mais maintenant avec mon âge, j'ai d'autres choses à faire. Mais petit à petit, les uns sont morts, les autres sont malades. J'ai encore un de ses amis de Penticton qui vient de mourir, sa femme m'a annoncé qu'il vient de mourir. Et puis, moi j'avais quand même des idées qu'au lieu de se retrouver, ça devenait difficile pour les femmes vieillissantes de préparer d'énormes repas. C'était pas nécessaire. Beau repas belge ou beau repas français. Mais d'ailleurs, ça c'était une question que j'avais parce que je suis très gourmande. Qu'est-ce que vous mangiez? Qu'est-ce qu'on mangeait? Ben, je crois que si c'était un repas belge, je me rappelle qu'on a eu du waterzooi. C'était un repas flamand, je crois, du poulet. Une espèce de poulet, je ne vais pas vous donner toute la recette, je l'oublie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne me rappelle pas. Donc vous mangez vraiment des mets européens? Des mets plus ou moins européens. Donc oui. Ou préparés à l'européenne. Ou belges ou françaises. Des poulets parisiens ou... Oui, je ne crois pas que j'ai mangé des frites, par exemple. Je crois que personne n'a préparé de frites, qui sont belges et pas françaises, des French fries. Mm-hmm. Non, c'était très gai, mais comme je dis, ça devenait un peu fatigant pour les femmes de devoir toujours recevoir en grand nombre. Et moi, j'avais suggéré, mais pourquoi ne nous rencontrerions pas une après-midi seulement? Pour une tasse de thé, des petits gâteaux, et puis c'est beaucoup plus facile. Et l'autre raison, il était aussi le manque de place. C'était difficile finalement, les gens avaient déménagé vers des petits appartements plus petits avec l'âge. Alors maintenant, on ne se rencontre quasiment plus. Et vous étiez déjà, alors vous disiez de tout le... pas que d'ici. Pas du tout de Vernon, non. On était très peu de Vernon, on était 3 ou 4 de Vernon, mais il y avait plusieurs personnes de Penticton dans le sud, de Summerland, il y avait plusieurs personnes. Je crois que c'était une femme qui était venue faire de l'enseignement à Summerland, qui est venue de France, une Française. Et je crois que ça, c'était la raison pour laquelle elle est venue au Canada dans les années 60 ou quoi, pour faire de l'enseignement du français dans une école, donc une high school à Summerland. Et c'est elle qui dirigeait plus ou moins le groupe.
Avez-vous des beaux souvenirs, des choses que vous avez gardées de cette époque-là? Des choses drôles ou qui sont belles à raconter? Chacun avait sa personnalité. On était assez différents les uns des autres. Et ce qui est amusant, c'est qu'une de ces femmes, celle de Sunderland, justement, n'était pas contente parce que nous essayions toujours d'inviter, de faire participer à nos réunions des Anglais, des anglophones, mais qui s'intéressaient beaucoup aux Français. Ça, c'est une des questions que nous avons eues au cours des années. Et je sais que le problème qui se passait alors, quand vous aviez un couple qui venait, par exemple, anglophone, mais dont l'un des deux parlait un peu français, il amenait sa femme ou son conjoint qui ne parlait pas un mot de français. Le résultat est que le groupe français, francophone, devait commencer à parler anglais parce qu'il y avait une personne dans l'assemblée qui ne parlait que l'anglais. Et je me souviens une fois toujours, c'était pas très rigolo vraiment, mais l'hôtesse d'un de ces repas à ce moment-là s'est fâchée un jour. Elle a dit, mais enfin, est-ce que à cette femme qui ne parlait pas un mot de français et à cause de laquelle nous devions tous parler anglais, est-ce que tu ne pourrais pas commencer à parler un peu en français et faire un petit effort, etc. Ce couple n'est jamais revenu. C'est pas très gai, mais c'est intéressant à noter que on veut encourager, parce qu'ici à Vernon, j'ai eu des réunions chez moi ou chez d'autres, et il y a eu aussi un couple, deux Polonais. Lui parlait très bien français, grand ami de nous, de mon mari et moi. Elle parlait seulement polonais et l'anglais, plus ou moins. Eh bien, à cause d'elle, on devait tous parler anglais. On ne devait pas, mais évidemment par souci de la personne qui ne comprenait rien. Ça, c'était dommage, et je crois que ça a porté préjudice à nos réunions. Et alors, comme je dis, les gens ont évolué. On avait un autre professeur de français que l'original que j'avais rencontré, un anglophone qui voulait perfectionner son français, et sa femme qui enseignait aussi dans la même école, mais un autre sujet, voulait perfectionner leur français, c'était très bien. Mais ces gens ont pris leur retraite, ont commencé à voyager autour du monde, ils ne sont jamais chez eux. Donc, je crois que c'est très difficile pour résumer le tout. Dans l'Okanagan, je crois que c'est difficile d'établir un centre francophone, à moins que vous ayez toute une population que je ne vois pas ici à Vernon. Je vois beaucoup d'Allemands, des Hollandais, les grimpeurs, les skieurs, mais en fait de francophones, je connais une ou deux Canadiennes francophones du Québec, ce qui est différent de nous. Ils ont une autre culture, oui. Mm-hmm. Et est-ce que vos enfants parlent français? Oui, nous avons élevé nos enfants en français. Et vos petits-enfants? Aussi. Et vos arrière-petits-enfants? J'ai 5 petites filles entre 20 et 30 ans, mais 5 petites filles parlent toutes français. Les unes un peu mieux que les autres, mais toutes très, très parlent facilement. Et je sais que vous avez maintenant des arrière-petits-enfants. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez 4 générations. Oui, ce sont des neveux. Ah, d'accord. Il s'agit d'un frère de mon mari, un Polonais, avec sa famille polonaise. 3 ou 4 ans après que nous sommes venus au Canada, donc dans les années 55, ça date, il y a 50 ans, 60 ans, nous avons fait venir de Pologne cette famille, ce frère de mon mari, avec sa femme et 2 teenagers, deux adolescents. Et c'est cette famille-là qui est maintenant à Vancouver, de même que mon propre fils et sa famille. Mais c'est cette famille-là dont je parlais aujourd'hui qui me fait visite ici dans l'Okanagan. Donc le frère de mon mari. Mon mari et moi sommes la première génération au Canada, sauf que nous avons fait venir la mère de mon mari. Mais nous étions les premiers à venir au Canada. Alors son frère est venu avec sa femme et 2 enfants, et c'est leur fils, mon neveu, qui a eu 2 fils, mais 2 petits-neveux, et un de ces 2 petits-neveux habite Vancouver, et a un fils. Donc, c'est les neveux, c'est pas direct. Oui, moi j'ai 5 petites filles, pas mariées, elles ont des compagnons, elles ne sont pas mariées, aux études ou des choses intéressantes. Et est-ce qu'elles vivent toutes au Canada? Elles vivent au Canada, mais d'abord j'ai une fille
qui habite ici à Vernon. Évidemment, Lucie la connaît. Karine, j'ai eu la chance d'avoir une fille qui habite au Canada. Elle est divorcée depuis des années. Elle a 2 filles, donc 2 petites filles à moi, qui sont dans les 25-30 ans et qui habitent toutes les 2 Toronto. Elles sont bilingues, tout à fait bilingues, ou trilingues. Il y en a une qui parle espagnol à fond, elle a vécu un peu dans le monde. Alors il y a mon fils à Vancouver, qui a 3 filles, et ces 3 filles habitent au Canada. Oui. En Colombie-Britannique ou dans... elles sont donc, les parents sont à Vancouver. L'une d'entre elles travaille beaucoup au Mexique. Elle parle espagnol, français, anglais parfaitement. Elle travaille beaucoup au Mexique pour une compagnie minière. Alors elle voyage beaucoup entre Vancouver et le Mexique. Mais elle a un appartement à Vancouver avec son compagnon. Une autre est encore aux études médicales en Ontario, à McMaster. Et la troisième a commencé ses études médicales aussi, c'est dans la famille, à Prince George, à UBC, l'Université de Vancouver, mais qui a une... Et quand vous pensez à votre vie maintenant, quels ont été vos grands moments, les moments les plus importants de votre vie, ceux dont vous êtes le plus fier ou le plus satisfait? D'une part, évidemment, c'est facile à dire, c'est ma famille. Ma première petite fille, ça a été quelque chose d'incroyable. Les autres aussi d'ailleurs, mais la première a été vraiment spéciale. L'annonce de la naissance de ma première petite fille à Ottawa. Ma fille habitait à Ottawa. Nous étions déjà ici dans l'Okanagan. Et le mari, donc ma fille, mon beau-fils m'a téléphoné la naissance de cette petite fille. Et ça, je me souviendrai toujours où je me trouvais à ce moment-là. Et j'attendais les nouvelles. Nous étions tellement loin. Vraiment, Ottawa me semblait très loin à ce moment-là. Mais d'autres grands moments ont été plutôt des moments de carrière professionnelle. Quand j'ai parlé de résultats, j'étais chimiste, je n'étais pas médecin, mais j'étais chimiste. Et j'ai fait des recherches médicales dans le diabète, dans l'insuline, et puis j'ai fait des recherches dans le cancer du sein, les estrogènes, les hormones estrogènes. Et on m'a demandé de parler, il y a bien des années, à Washington, dans une réunion internationale de chimistes médicaux, donc. Et puis une autre, vers la fin de notre carrière, sur les estrogènes du cancer, dans le cancer du sein, à Vienne, en Autriche. Ça, c'était mes 2 grands moments scientifiques, disons. Ça a été très important, puisque avec mon mari, nous avons une vie scientifique très, très intense et très unie, oui. Et avez-vous des moments où c'était plus difficile aussi, des moments où il y a eu des grands défis à relever? Le plus grand défi était mes débuts au Canada. La solitude, vraiment. Mon mari, on abusait des internes dans ce temps-là. Il faisait une année d'internat pour pouvoir pratiquer au Misericordia Hospital à Winnipeg. J'avais une toute petite chambre, une chambre et demie, dans une maison louée, avec des meubles loués évidemment, dans le quartier d'immigrants de Winnipeg. Et je voyais mon mari, je crois, une fois par semaine. On abusait les internes, ils étaient nuit et jour dans l'hôpital. Mangeaient, logeaient, blanchis, etc. Et j'étais très, très seule. Je me souviens toujours de cette soirée de Nouvel An. Nous sommes arrivés au Canada fin août, à Montréal. Et puis nous sommes arrivés donc à Winnipeg en septembre, où il y avait une place d'interne pour mon mari. Et je me souviens de la soirée de Nouvel An où j'étais toute seule à relire toutes les lettres de ma famille. Et à ce moment-là, je me suis dit, je devrais retourner en Europe. C'est pas possible. C'était très dur pour moi, très dur. Mais comme je dis toujours, ce qui m'a sauvée, c'est de trouver un travail. Et comme je disais premièrement, les femmes avec qui je travaillais, mon patron, était charmant. Et j'attendais le bébé sans même le savoir au début. Et quand mon bébé est arrivé, ma petite fille est arrivée, le patron m'a fait tout. Moi, je ne connaissais pas les showers, les baby showers, ça n'existait pas dans ce temps-là en Europe. Il m'a fait une grande réception avec tout ça. Non, j'ai été très gentiment reçue, mais la solitude c'était pas facile. Mais vous êtes restés quand même. Nous sommes restés. Et puis le deuxième défi, c'était dans ce petit trou là au milieu du Manitoba, ce petit village perdu au milieu des champs,
où il n'y avait absolument rien comme culture ou quoi que ce soit. Et je lavais des linges à longueur de journée. J'avais un deuxième bébé à ce moment-là. Et j'avais l'impression que j'allais m'occuper de laver des linges et faire du canning, des préserves, le restant de ma vie. Ça, c'était pas drôle non plus. Mais quand on y repense, c'était une expérience extraordinaire. Et je suis contente d'avoir vécu ces expériences après coup. J'aime beaucoup cette phrase, toujours comment dire en anglais, that too shall pass. Tout passe. Tout passe, oui. Et quand on le regarde avec le temps, on se dit, ben oui, c'était... On réalise ça que ça a passé. Oui. Et qu'est-ce qui vous a... et qui vous tient encore, parce qu'on voit que vous avez encore plein de vie dans vos yeux, il y a encore de l'intérêt pour des choses. Qu'est-ce qui vous tient encore aujourd'hui, qui vous garde intéressé, animé? Écoutez, quand on vit pendant 30 ans dans une petite ville, on connaît presque tout le monde. On connaît beaucoup de gens. Alors j'ai été active depuis toujours dans Amnesty International. Amnesty International qui est un mouvement de justice. On écrit des lettres au gouvernement du monde contre les tortures, contre les abus humains, etc. Et mon mari, c'était aussi son grand défi. Nous avons travaillé à ça depuis une trentaine d'années. Depuis que nous sommes arrivés à Ottawa, nous avons fondé un groupe anglais, évidemment anglophone. Et ce groupe, mon mari est décédé il y a 9 ans. Et moi, j'ai continué le groupe et j'étais en charge du groupe jusqu'à tout récemment. Mais avec l'âge, maintenant, je ne prends plus de responsabilité. Et mon autre attrait, je fais partie du groupe de University Women, de Local Group. Et là, j'ai rencontré tout un groupe de femmes très, très bien, toutes sortes, principalement des professeurs, high school, université et tout ça. Et là, je me suis vraiment trouvée dans un bon, très sympathique. Et alors, mon job, j'ai pris comme job les issues de pauvreté, les issues de femmes en prison. Et ça me tient encore occupée, mais je ne suis plus en charge. Mais je continue, et tout le monde me connaît, je continue à participer activement, mais sans être en charge de quoi que ce soit. Est-ce que vous avez encore des rêves? Oui, je rêve un peu trop. J'ai eu tellement de vies différentes dans mon existence que je rêve de n'importe quoi, parfois juste de la chose, de ce qui s'est passé le jour avant, parfois de choses anciennes. Il y a un peu de tout. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez encore des rêves pour l'avenir? Oh, des rêves, des projets d'avenir. Ou des rêves pour les autres? Non. Je suis contente où je suis. Je suis contente de pouvoir voir évoluer, de vivre encore à ce stage, de voir évoluer mes petites filles, qui sont toutes... Enfin, il y en a qui ont encore des difficultés aux études, au point de vue financier, etc. Mais elles ont toutes l'air de faire ce qu'elles ont envie de faire dans la vie. J'aimerais bien avoir des arrière-petits-enfants, évidemment, comme l'arrière-petit-neveu. Mais ça, c'est moins important. Mais je suis contente où je suis de pouvoir être encore là pour voir mes petites filles évoluer. Et l'autre chose, comme projet, non. Je voudrais voyager encore. J'ai voyagé plus facilement ces dernières années. J'essaie de retourner en Belgique tous les 2 ans voir mon frère et ma famille. Lui ne peut plus vraiment bouger. Et alors j'en profite toujours pour demander de faire un voyage ici ou là en Allemagne, en France. Oui. Et alors je rêve toujours comme projet de faire ce que je n'ai jamais fait, une petite croisière en petit bateau, les river cruises comme on dit, en Russie, de Saint-Pétersbourg à Moscou. Ça c'était mon rêve. Mais je me suis dit que à mon stage, je crois que je vais laisser ça pour ma vie prochaine. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.